victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté illumine nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière va sonner l'heure des combats. Trembler les ennemis de la France. En toute discrétion, bien sûr. Monsieur Virouten, on a l'habitude, enfin. Nikomouk. 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 I forgot the word in Arabic, but this idea, the strategy, Maruna. Maruna. The Yes. end is the same, the dominance of Sharia law throughout the world, but the strategy is different. Talk about this. You know, I mean, the question people need to ask themselves, what happened? Has Al-Qaeda, has the Muslim Brotherhood, has the leopard shed its spots all of a sudden? All of a sudden, they're all peaceful. What's going on? What's going on was a plan from 1989, December, in fact, in the US, in which the spirit leader of the Muslim Brotherhood, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, met with other Muslim Brotherhood in the United States of America, and they decided to begin a movement and a teaching and a new doctrine called Muruna, which means how to be flexible, flexibility in Islam. In fact, I'll read a quote of what Muruna is. Many Americans heard of taqiyya wal kitman, how to defend the faith, how to cover the faith, how to smile in the face of your enemy while you harbor inner animosity towards them. In other words, put a different face. And this is a terrorist ploy. Absolutely. Blend And Muruna is part of Islam. And so Qaradawi says, he gives it names, doctrine of balance. This is what doctrine of balance within Muruna states. Look what he says. To balance between good and evil. In other words, Muslims need to do evil. How can they do evil and be forgiven? For evil is a sin. To balance between good and evil, and if they conflict with each other, we make priority as to when we put ahead evil for the sake of good. In other words, you can do evil things, but it's for the sake of good. The way the US looks at things, as they look at the lesser of the two evils, at this moment, they're thinking, okay, what's happened in the Middle East? Tunisia has become a Sharia institution now. It's going to become all Islamized. Libya, Muammar Gaddafi is no more. Things I've said in your program that will happen years ago and already happened. Egypt is turning to Islamic. But the West is thinking, well, which one do we prefer? Iran's fiery brand of Islam or a moderate Islamic government in the Middle East? Turkey being so-called moderate, but they're not moderate at all. All what happened was that the Islamists learned from the experiment of Al-Qaeda. Osama bin Laden is no more. They learned from the experiment of Iran. You see, cyber rattling, nuclear. They said, we need to gain the West first.
Il y a un truc que je ne supporte plus, c'est votre hypocrisie par rapport à l'harcèlement de rue. On est d'accord, ce sont les blédards qui nous cassent le plus les couilles. Donc arrêtez vos bails de mais non, mais les gens qui nous font plus chier, pour moi personnellement, c'est les Francis, 40 ans. Vous avez juste, mais s'il vous plaît, mettez juste dans la barre de recherche TikTok harcèlement de rue. Vous allez voir toutes les femmes qui filment leur harcèlement de rue, ce sont toujours les mêmes personnes. Tous les gens qui nous font chier dans la rue, ce sont soit les crackheads, soit les blédards. Et moi, en tant que femme maghrébine, je le dis, et comme toutes les femmes maghrébines pourront le dire, quand on va au bled, on est des bouts de viande. Et déjà, j'interdis clairement les hommes de commenter cette vidéo si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que vous ne vivez pas ça, donc allez juste vous faire foutre. Il n'y a pas de « Oh, tu salis les hommes de ta communauté, va te faire foutre ». Ils se salissent eux-mêmes parce que je suis désolée, mais les blédards, vous êtes les pires. Parce qu'au bled, c'est clairement dans leur culture de faire ça. Quand ils étaient petits, ils voyaient leur tonton le faire à des femmes, donc ils continuent à le faire. Ils viennent en France, ils le font toujours. Ce TikTok, il est vraiment extrêmement risqué. Je sais très bien qu'il peut me faire insulter. Mais faut le dire, en fait, faut arrêter d'être hypocrite. Parce que comme par hasard, comme par exemple, moi j'habite à Nancy, les rues où vous avez le plus peur de passer, c'est à la gare ou la rue Saint-Nicolas. C'est l'endroit où il y a tous les commerces des rebeux, il y a que des blédards. Toutes les fois où on me fait chier dans la rue, ce sont des blédards. Donc c'est absolument pas en fermant les yeux là-dessus que nous allons faire changer les choses. Donc là, moi, tout ce que je dis, ça n'a rien à voir avec le truc de politique, le truc de migration, de tout ça. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais au bled depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. Je me faisais siffler que j'avais 13, 14, 15, là, 22 ans. Je me fais toujours autant siffler par la même tranche d'âge, par les mêmes personnes. Donc là, moi, je demande juste, là, clairement, aux blédards d'arrêter de nous salir. Salir nos origines et notre religion, tout. J'ai des amis qui sont en galère au bled, qui aimeraient bien pouvoir venir en France pour travailler, pour enfin avoir une vie. Et à la place, on a que des gros clochards qui viennent pour rien foutre et pour siffler les meufs dans les rues. Les lois votées par le Parlement français sur l'immigration, celle qui sera votée dans quelques jours, ne s'appliquent pas aux Algériens. Or, les Algériens représentent un bon tiers de l'immigration en France. Et donc, ça veut dire que quand le Parlement vote un texte sur l'immigration, les Algériens sont ipso facto exemptés de ce texte. Ce jeudi 7 décembre, un texte du groupe LR à l'Assemblée nationale proposant la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration algérienne a été rejeté. De quoi parle-t-on? L'accord du 27 décembre 1968 visait à régler un problème particulier avec l'Algérie qui était celui de l'immigration algérienne et surtout de l'installation en France de travailleurs algériens. Parce qu'en réalité, les accords d'Évian de mars 1962 prévoyaient, à une époque où il n'y avait pas de visa, en tout cas entre la France et beaucoup de pays, la libre circulation entre les deux rives de la Méditerranée. Parce que, à l'époque de la négociation des accords d'Évian, en mars 1962, le gouvernement français pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et que donc, pour les pieds noirs, il fallait un régime de liberté de circulation pour qu'ils puissent venir librement en France sans contrôle particulier. Or, en juillet 62, les pieds noirs sont massivement rentrés en France et donc la liberté de circulation prévue par les accords d'Évian n'avait plus lieu d'être. On a signé en décembre 1968 un accord avec Alger qui ne revenait pas sur la liberté de circulation prévue par les accords d'Évian, mais qui établissait un régime plus favorable pour l'Algérie au profit des Algériens par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie notamment. Un titre de séjour de 10 ans qui s'appelle le certificat de résidence algérien, le CRA, des facilités en matière de regroupement familial, 1 an au lieu de 3 ans de vie commune, aucune condition en matière de langue française, d'intégration dans la société, etc. Des étudiants algériens, par exemple, pouvaient transformer un visa étudiant en visa de commerçant et après en régularisant cela, en obtenant un titre de séjour. C'est un accord qui, encore une fois, vise l'installation des Algériens en France, pas seulement l'immigration. Vous avez été ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Concrètement, quel poids a cet accord dans la politique migratoire française? La Constitution prévoit que notre ordre juridique interne français, il y a une hiérarchie des textes, il y a la Constitution, il y a les traités internationaux et les lois. Ce qui veut dire concrètement que les Algériens n'étant régis que par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les lois votées par le Parlement français sur l'immigration, celle qui sera votée dans quelques jours, ne s'appliquent pas
pas aux Algériens. Or, les Algériens représentent un bon tiers de l'immigration en France. Et donc, ça veut dire que quand le Parlement vote un texte sur l'immigration, les Algériens sont ipso facto exemptés de ce texte. Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs annulaient, par exemple, lorsque j'étais à Alger, des refus de visa au profit d'Algériens. Le consulat se référait à tel ou tel texte français, tel ou tel texte de loi, et le tribunal administratif et le Conseil d'État disaient « Ah non, les Algériens ne sont pas concernés par la loi française, ils sont concernés et régis exclusivement par l'accord de 68. » Si on vous suit bien, la France doit donc dénoncer cet accord. Cet accord, il est dépassé, il est obsolète pour des raisons à la fois pratiques et juridiques. Et donc, ma conclusion, c'est il faut le dénoncer. Parce que nous avons essayé de le renégocier. Quand j'étais 2 fois donc ambassadeur à Alger, nous avons essayé de le renégocier avec les Algériens. Et les Algériens nous ont dit on garde l'accord et on négocie des clauses plus avantageuses pour nous. Donc nous avons finalement renoncé à le renégocier. Et à chaque fois, nous avons eu droit à, j'allais dire, un bras d'honneur de la part des autorités algériennes. Cet accord est dénoncé à droite par Marine Le Pen, Éric Ciotti, mais aussi par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement critiqué par la droite dure, alors que dans le même temps, Alger est toujours aussi peu coopératif pour donner des laissez-passer consulaires et reprendre ses clandestins. Pourquoi ne le remettons toujours pas en cause? Les gouvernants, les politiques français sont inhibés, timorés dès qu'il s'agit de l'Algérie. C'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Parce que vous avez des Algériens et des Franco-Algériens en France. Je pense que nos dirigeants ont peur des réactions à Alger, des réactions d'une partie de la communauté algérienne en France. Je ne connais pas particulièrement ces accords, à mon avis. On surestime la réaction des Algériens, on surestime la réaction d'Alger. C'est plus confortable de ne rien faire, de dire on va renégocier et puis voilà, passons à autre chose. L'Algérie est sur ce registre-là, considère que nous sommes l'ancien colonisateur plutôt faible ou affaibli et que donc on peut tirer sur la ficelle. Je sais que vous avez dit ne pas vouloir être une minorité dans votre propre pays. Je respecte cette position. Je ne veux pas moi non Ce n'est plus. pas sujet à controverse. Vous pouvez expliquer pourquoi? Certainement. En tant que Canadienne européenne, je n'ai jamais voulu entrer dans le jeu des politiques identitaires. On croit en la raison, aux lumières, à l'individualisme. Et d'un coup, on réalise qu'on nous a lavé le cerveau et endoctriné, et qu'on nous fait bouffer de la politique identitaire, vers où qu'on se tourne. C'est ça le but du jeu. Et une des règles de ce jeu, c'est qu'être une minorité, ça craint. C'est ce qu'on nous raconte. Toutes les minorités nous disent à quel point être une minorité c'est merdique. Alors pourquoi est-ce que, en démocratie, je voudrais saper mon autonomie démocratique jusqu'à devenir ce que les gens se plaignent d'être? Absolument. Beaucoup de gens ne supportent pas l'idée que, à l'extrême droite, l'alt-right, peu importe comment on l'appelle, nous sommes en fait d'accord avec la gauche sur le fait que personne ne veut être une minorité. Et beaucoup de gens à droite n'aiment pas qu'on dise ça, car c'est supposé faire des concessions à la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Je regarde simplement la réalité en face. Si on regarde ce qui se passe autour, on réalise que tout le monde agite en groupe. Si on agite en individu, on va se faire bouffer vivant. Il faut donc qu'on intègre un peu de collectivisme dans nos vues politiques. Je dirais plutôt des préférences de groupe, ce qui est, psychologiquement, sociologiquement, naturel. On les voit chez les oiseaux, on les voit chez les hommes. Et les Européens, depuis les Lumières et la pensée cancérigène qui en a découlé, en ont été dépouillés, et à présent, ils sont attaqués en tant que collectif, et continuent d'agir en individus. Et ça va non seulement conduire à leur extinction psychologique, mais aussi, je veux dire, elle est où, la fameuse suprématie blanche? Quand dans chaque pays européen, les blancs vont devenir minoritaires dans moins de 40 ans? Et nous sommes déjà une minorité dans les grandes villes. C'est comme si le futur était déjà là, à Vancouver, Toronto, Montréal et autres. Merci beaucoup Face Goldie. Johnny Cage wins. Fatality. Les Français, la plupart des gens sont lâches, c'est comme ça, et ils attendent qu'un mouvement soit accepté socialement, soutenu par un grand nombre, avant de vraiment s'investir là-dedans. Et rares sont les précurseurs et ceux qui prennent vraiment des risques. Et c'est pour ça que je parle de manière un peu paternaliste, c'est pour m'adresser aux gens qui font ça depuis 2-3 semaines.
Donc en fait, vous vous êtes réveillé sur certaines problématiques uniquement parce qu'en fait, vous ne pouviez plus payer, quoi. Vous ne pouviez plus vous soucier de vos petits problèmes personnels. C'est ça le truc, parce que j'entends dire il n'y a que des blancs dans la rue, il n'y a que des Français de souche, on n'a pas vu les cités, les immigrés, etc. Welkom bij de bespreking van het schilderij Het Vlot van Medusa. Dit schilderij is gemaakt in 1818 door Theodor Géricault. En het laat een schipbreuk zien die in 1816 plaatsvond. Bij deze schipbreuk dobberden ongeveer 150 schipbreukelingen bijna een maand lang op zee rond, voordat er redding kwam. Slechts 15 mensen hadden de afschuwelijke tocht overleefd, vanwege geweld en cannibalisme. Dit zien we voorin in het schilderij heel erg. We zien een dood lijk liggen op de schoot van een persoon. En we zien een lichaam wat niet meer helemaal compleet is. Wat waarschijnlijk door cannibalisme zo is gekomen. Het schilderij veroorzaakte zeker wel veel opschudding toen het werd getoond op de tentoonstelling in de Salon van Parijs. Het was namelijk niet gebruikelijk om eigentijdse gebeurtenissen als onderwerp te kiezen van een schilderij. En al helemaal niet zo groot als dit schilderij. Dit schilderij was namelijk 5 bij 7 meter. Ten tweede bevatte het schilderij een kritische blik op het Franse koningshuis. Want de kapitein die had het schip Medusa ontvlucht, terwijl hij alle mensen zelf op het schip had laten zitten. Ook verwijst het naar de koning, want het was een politieke aanklacht tegen deze onbekwame koning. Zie je in het midden van het schilderij een zwarte persoon. En dit wordt ook wel gezien als aanklacht tegen de slavernij. In de verte zie je iets wat bijna niet meer te zien is, namelijk een klein puntje. Dit laat het zeil van het reddingsschip zien, wat er in de verte aankomt. De reden dat je dit eigenlijk op het eerste gezicht niet ziet, is doordat de wanhoop en verdriet op het schilderij groot is. Wel zie je dat de achterste personen het schip hebben opgemerkt en daarom staan te zwaaien met hun doeken om gered te worden. De achterliggende betekenis van de schilderij is ook aanwezig. Het is namelijk de tijd dat de klassieke opdrachtgevers wegvallen. De kunstenaar verzint nu zelf zijn opdracht. En je ziet de kunstenaar zelf ook op het schilderij staan. Eigenlijk zie je hem op een vlot zonder richtlijn. Hij heeft totale vrijheid. En dat weerspiegelt het schilderij ook een beetje. Stuurloos op de golven. We zien verder heel veel verdriet en wanhoop op het schilderij. En dat maakt het allemaal ook heel heftig. De mannen op het schilderij zijn echter wel afgebeeld als Griekse goden. Doordat hun lichaam heel natuurgetrouw is getekend. Dat zien we bijvoorbeeld door de spieren, door de blote lichaamsdelen. En daarom lijkt het eigenlijk niet dat deze mannen slachtoffers zijn. Wel zie je dat natuurlijk aan de lijken om het schilderij heen. Ik denk dat ik nu wel de belangrijkste punten heb besproken van dit schilderij. Ik denk dat we het er allemaal wel over eens zijn dat dit een heftige afbeelding is. Die voor deze tijd ook zeker heel heftig was en verschillende reacties oproepte. Bedankt voor het kijken. Finish him. Wins. Fatality. Moi, Saïd, en fait, ce que je disais, c'est que je suis pas d'accord qu'on soit représenté par des Alain Soral qui parlent de nous ou des Jacques Land. J'aimerais bien que quelqu'un de nous ait la parole, tu vois. Et on a beaucoup de gens intelligents dans notre communauté. Et ils disent qu'il n'y en a pas. C'est pas vrai qu'il n'y en a pas. Ben oui, c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai.
Après, Il a quand même invité Youssef Hendi plusieurs fois. Mais à savoir si Youssef Hendi n'est pas soufi ou je sais pas moi. Youssef Hendi. Ouais, mais Soufi, ça fait partie des sunnites. Hein. Pas de souci. Bien sûr. Ben, c'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Oui, ouais, mais il fait trop de. Ils sont mal vus, les soufis, par certains. Moi, je pense que s'il donne pas la parole aux sunnites, c'est qu'il sait très bien que ça sera contre lui, en fait. Il sera pas gagnant dans son histoire. Et bien sûr, moi, Oui, je veux pas aussi un sunnite salafiste, hein, un wahhabite. Non, on est d'accord. J'ai bien compris. Ouais, mais écoute, c'est un peu ce qu'on dit là. Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi la France nous aide pas? Ça ressemble à ces discours-là. Tu peux pas demander. Regarde, on a des millions, les gars. On a Internet. Ils devraient se présenter tout seuls, ces gens-là. On n'a pas. Pourquoi passer par un intermédiaire tout le temps? Non, en l'occurrence, parce qu'on parlait d'Alain Soral. On parlait d'Alain Soral, mais après. Oui. Mais t'as rien, normalement, logiquement, j'ai rien, c'est pas contre toi, hein, mais c'est ma façon de parler. Logiquement, on n'a rien à lui demander. On doit ni être contre, ni pour. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tout pour le faire nous-mêmes. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est toujours, sans faire exprès, à la longue, quand on tape la conversation, on finit toujours par un discours paternaliste, toujours besoin de l'autre, en sachant qu'on a les moyens. Non, mais Dalil, les moyens de faire quoi et comment? C'est quoi qu'on n'a pas, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Tu demandes à Soral d'inviter. Non, on va dire entre guillemets, je m'en fous de Soral, la vérité, je m'en fous. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Moi, par exemple, j'ai mes prédicateurs, j'ai mes imams, il n'y a pas de souci, je suis bien en fait. J'apprends ma science, il n'y a pas de problème. Mais je voudrais savoir qu'est-ce qu'on n'a pas? Des intellectuels, pas des imams, c'est différent. Des gens qui peuvent représenter, avoir une analyse non seulement religieuse, mais globale de la situation. Et qui peuvent... Exactement. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Oui, ben ils ne sont pas mis en valeur alors, parce que c'est tout. C'est pas les imams. Vous n'allez pas me dire qu'un Tariq Ramadan n'est pas 10 fois mieux qu'un Alain Soral? Tariq Ramadan, il roule pour le Qatar, arrête tes conneries. C'est un parle-moi pas comme ça, s'il te plaît, on se connaît pas. Non, désolé, tes conneries. Désolé. Moi, je te respecte, mais parle-moi pas comme ça, s'il te plaît. Désolé, ça m'est sorti. Désolé. Ça m'est sorti comme ça. Je l'aime pas ce type tellement que j'ai dit ça, tu vois. Je suis désolé. Pareil, je peux pas me laisser ça. Voilà, je suis désolé. Ahmed, c'est le BHF des musulmans. Ouais, je comprends, mais je voulais juste citer un exemple, en fait. Oui, c'est un exemple, ouais. Un exemple tout court. Un exemple sur ce type-là, je ne veux pas en sortir ça parce que c'est pas le sujet. Je te donne un exemple tout court. Sur l'intervention en Libye, n'importe qui, tu n'as pas besoin de dire que c'est un intellectuel. Tu n'as pas besoin d'être un intellectuel pour dire, écoutez, je n'ai pas à vous répondre à votre question, c'est que vous n'avez rien à faire là-bas. Occupez-vous de vos affaires. C'est une colonisation. Basta. Lui, il est ambigu. C'est pour ça que je vous conseille de lire Jacques Vergès sur ce sujet-là. Il l'a entamé déjà dans les années 60. Il reste ambigu. Que va faire la France? Ce que j'appelle tout le temps un faux débat. Moi, tu es en train de me massacrer, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce qu'elle va faire la France là-bas? Et par quel intérêt? Et pourquoi? Et les gens se réjouissent de ces questions-là. Il a rien à foutre, l'OTAN avait rien à foutre là-bas. C'est un pays prospère, même si c'est un pays de merde, même si c'est un tyran. De quoi je me mêle? Et lui, non, il se posait. Moi, je veux dire pourquoi je suis comme ça. Je te jure, s'il y a un truc qui m'a fait beaucoup, beaucoup mal ces dernières années, c'est pas grand-chose. La Libye, quand j'ai vu une centaine de imams se poser la question, et dont la moitié se réjouissait, bien avant la mort de Kadhafi, juste pour l'intervention. L'imam d'Alger, l'ancien du Fils, le grand imam de Oujda. Le grand imam de Oujda, on aura dit Hachek, il était en train de jouir. Il sautait sur sa chaise, tu te rends compte? Il sautait sur sa chaise pendant que longtemps bombardait. Et il disait, voilà comment les koffars meurent. Il qualifiait Kadhafi de koffar. Mais sauf que ces imams-là, ils font semblant de tous oublier quelque chose. Kadhafi, en 83, les a tous réunis.
les Tout à imams. fait. Parlez avec les miens. Parlez avec les miens. Ils sont tous rentrés, comme les queues entre les gens. Les imams de Qatar, les imams de l'Arabie Saoudite, tous les imams, sans exception. Il les a, avec le Coran, avec le Sunna, il les a remis en. Et il avait prédit aussi que la moitié des imams seront des clergés. Et les Tu te mosquées, rends compte la ça destruction de la existe depuis religion très longtemps. jusqu'où ça va? Hein? J'ai dit, tu te rends compte C'est des clergés, la moi je les vois comme destruction des de la clergés. religion je veux- jusqu'où ça va? Ils veulent faire des Ouais, ouais. clergés Ils sont dans déjà des l'islam, clergés. quoi. Oh la blague! C'est des. Putain! Je vais te prouver. Tu sais, en Deuxième Guerre mondiale et en Première Guerre mondiale, Ah, t'as pas besoin de me qui prouver, je a sais. dit aux musulmans, déjà bien avant notre naissance à tout, hein, qui, et bien avant, je peux remonter à 300 ans, hein, j'ai fait mes recherches, qui a dit, même pendant la croisade, hein, qui a dit en Première Guerre mondiale, Oula, allez combattre avec la France. C'est pas Ça les devient intellectuels, sérieux. c'est les musulmans, c'est des imams. Deuxième Guerre mondiale, si tu regardes bien, j'aime pas me fier trop sur les Ah, mais là, films pour des trucs historiques, mais je vais te donner un détail. Le film qu'il a fait Jamel Debbouze et tout ça Oui, bien sûr. sur les combattants. Et tu regardes la première scène, t'entends le adhan. J'aime pas me référer sur les films, mais c'est pour vous en fait. Je vous donne des détails. T'inquiète. Il y a des imams qui gueulent en arrière. Tu peux écouter la première scène. Et tout le long de l'histoire, les imams ont joué un rôle pour combattre aux côtés des Occidentaux. Et là, si je vais encore plus loin, pendant les croisades, il y avait des imams qui s'alliaient avec des croisades, avec des croisés contre d'autres musulmans. Donc ça a toujours été des clergés, mais c'est ce qu'on ne veut pas le dire, c'est tout. Non, mais un clergé, c'est pas. Un clergé, c'est pas ça, quoi. Enfin, on va pas rentrer dans ce genre de détails, mais pour moi qui Ah, mais suis là, catholique, c'est- un là, clergé, c'est une Dalil, hiérarchie. Dalil. Ça Ouais, va c'est loin, pas, là. c'est pas pareil. Hein. Ça va loin. Alors écoute, alors expliquez-moi. expliquez-moi. Alors, Non, mais t'inquiète, alors David. expliquez-moi. Je vais vous poser une question, juste une seule, parce que ce sujet-là, faut y aller très mollo. Mais je vais éviter d'aller. T'as pas besoin d'aller très loin, Daniel. Moi, je t'ai compris. T'as vu, copain? On se fait une bouffe quand tu veux. Juste une question à ceux qui L'imam de la qui Mecque. croient pas. Non, même sans ça. Juste une question. Si maintenant vous allez vérifier que des imams ont dit combattez au nom de la France, pour la France, au nom de la France, on ne va pas jouer sur les mots. Comment vous allez appeler ces gens-là? C'est juste ça. Juste cette question-là. Mais attends. Si tu es français, c'est normal. Ah, merci. Mais je sais pas, t'es D'accord. français. Et quand tu es sous prétectorat comme la Tunisie et le Maroc. C'est quoi le Donc protectorat? religieusement, c'est normal, tu me dis. Hein. Religieusement, je ne suis pas expert, mais bon. Non, moi je parle aux musulmans là. Je parle à ceux qui disent que c'est pas des clergés. Je leur pose juste cette question. J'accuse pas. Non, mais les imams, ils ont beau dos, les imams. Ils ont beau dos. Hein. Ils ont un bon dos. Hein. Comment? C'est-à-dire que non, mais moi j'ai remarqué sur l'Angout, j'ai remarqué, moi je m'adresse aux musulmans là déjà. Sur l'Angout, il y a beaucoup de gens qui critiquent les imams et les mosquées. Ça, j'ai capté. Et qui se ressemble, s'assemble. Et moi, je me voilà. Désolidarise. Voilà, c'est ça. Et non, moi pas du tout. Moi, j'aime mes mosquées, j'aime mes imams. Et voilà, je tenais à le dire. Parce que, voilà, il faut entendre les deux sons des cloches, en fait. D'accord, ok. Non, mais je le dis clairement, Alors, je te Dalil. repose la J'attaque question. pas. Hein. J'attaque pas. Oui, voilà, vas-y, moi, quand on a parlé les premiers jours, on a Moi, dit j'ai qu'il appris faut pas, beaucoup il y de a pas science. des J'ai appris beaucoup de entre science nous. des imams. Je me suis beaucoup posé avec des vieux imams, tu vois, des vieux sages. J'ai bu le café, j'ai mangé. Je suis pas resté 1 heure avec eux. Je suis resté très longtemps avec eux, tu vois. Et c'est des gens de très grande science, Alors, je te des gens repose la sages. question. Bah, Et si tu découvres que. Et si je te repose la question, si tu découvres à travers l'histoire, beaucoup d'imams ont dit à leurs fidèles de combattre droite à gauche. Moi, Comme je les les imams connais disaient, pas, ces imams. Franchement, tous les imams que je connais. Elle va vérifier. La vérité, Vérifie bien. frère, Et la tu vas vérité, en je sais pas trouver quel des point milliers. tu fréquentes, mais moi, je les connais pas, ces gens-là. Oui, La mais vérité, Dalil. dans l'histoire, tout se faisait à la mosquée. Donc c'est normal. Exactement. Mais maintenant, c'est différent. C'est normal. Hein, c'est tout. C'est normal. S'il y a eu des divergences entre musulmans et des guerres, pas des divergences, les divergences c'est normal. S'il y a eu des guerres entre musulmans et s'il y a eu des gens dociles
qui sont partis naïvement pour combattre pour tel pays, parce qu'il y en a, ils sont combattus côté allemand, Première Guerre mondiale, selon les imams de les Turcs. Et d'autres sont partis côté français, selon les imams des ex-colonies françaises. Alors, les deux, je peux les qualifier, je suis vraiment désolé, de ceux qui ont fait appel à ces gens-là. J'appelle ça des clergés, je ne peux pas les appeler autrement. Parce non, mais que parle de notre époque, Dalil. Parle à notre époque, arrête de parler des années 45. Tu peux pas me dire arrête parce que j'ai fait ça progressivement, parce que je peux te parler de ceux d'aujourd'hui qui ont fait appel à l'intervention en Libye. Tu parles des années 45, Dalil. Parle-nous en 2017. Attends 2 secondes. Attendez. Non, mais je te parle carrément de ceux qui ont fait et qui ont dit la même chose pendant l'intervention en Syrie et pendant l'intervention en Libye. Je peux t'en sortir des centaines des Algériens ou des Marocains qui l'ont fait, ou des Tunisiens. Dalil, j'ai une question à te poser. C'est une question, faut bien la comprendre, ma question. Elle est simple, franchement. Ouais, vas-y. Je veux pas t'attaquer. Toi, tu fréquentes pas les mosquées. Non, ça se voit. Répète-le pas. Tu peux m'attaquer, mais non, t'inquiète. J'ai beaucoup de respect, moi, Dalil, quand je parle. T'inquiète pas, Wallah. Tu fréquentes pas les mosquées? Jamais. Voilà, donc c'est bon, clair. Voilà, tu as répondu à ma question. Mais ça répond pas à ma question. Pourquoi, je te repose la question, pourquoi les imams ont tout fait pour l'intervention en Libye? C'est une question tout simple, en fait, tout bête. Hein. C'est pas une question intellectuelle. Hein, moi, perso, les imams que je connais, ils parlent pas de politique, donc je me sens pas... Oui, Ahmed, regarde. Il reste silencieux. Je sais, il reste silencieux parce que la plupart, Msakin, ils n'ont pas le choix, Msak. Non, Ahmed, je comprends. Si je peux dire quelque chose à Ahmed, regarde. C'est normal que tu trouves. Il y a des imams qui sont bien. Moi, je ne critique pas les imams, crois pas. Ce que je dis, c'est que les imams, ils sont limités dans leur cocon religieux. Et maintenant, il est clair qu'il y a quelques imams qui ont derrière la tête une certaine politique qui ne fait pas l'intérêt des I'm alive.